Le monde est vraiment un endroit plein de surprises. Il y a environ 3 millions d'années, l'Australopithèque parcourait les savanes africaines à la recherche de nourriture, toujours attentif à échapper aux prédateurs. Aujourd'hui, nous sommes ici, communiquant instantanément à son sujet. Mais l'histoire de nos origines est-elle vraiment telle qu'on nous l'a enseignée? Comment avons-nous atteint ce point? À quel moment sommes-nous devenus humains? Ce sujet est délicat et au fil de l'histoire, il a provoqué à la fois des crises existentielles chez certains et un sentiment de fascination et de connexion chez d'autres. La vérité est que la trajectoire humaine est l'une des histoires les plus complexes et improbables de la vie sur Terre, peut-être même de l'univers. Et ce chemin n'a pas été facile. Nous avons affronté des changements climatiques, rivalisé avec des animaux féroces, évolué de proie à prédateur et survécu au froid, à la faim, aux sécheresses, aux maladies et à d'autres tragédies qui persistent encore aujourd'hui. Pour la première fois depuis 40 000 ans, une seule espèce humaine habite la planète. Mais au cours de notre histoire, nous avons cohabité avec d'autres espèces humaines de façon que nous commençons seulement à comprendre. Vous découvrirez maintenant notre récente trajectoire évolutive ainsi que l'histoire d'espèces plus proches de nous que les chimpanzés. Notre histoire sera racontée en 3 actes, chacun avec ses protagonistes. Préparez-vous à vous voir sous un jour nouveau. Voici l'histoire de l'évolution humaine. Pour comprendre notre évolution, il est nécessaire de démystifier l'une des images les plus répandues et incorrectes, l'idée d'une échelle évolutive suggérant qu'un chimpanzé se serait transformé graduellement en humain en passant par des étapes intermédiaires et voûtées. Cette image dérange les biologistes évolutionnistes car non seulement nous ne descendons pas des chimpanzés, mais nos ancêtres ne se déplaçaient pas non plus en s'appuyant sur les articulations des doigts comme le font les chimpanzés. De la même manière que votre grand-mère ne devient pas votre mère et que celle-ci ne devient pas vous, nos ancêtres représentent simplement l'une des nombreuses lignées humaines. Contrairement à ce que beaucoup pensent, notre évolution n'a pas suivi une ligne droite. Elle a été un arbre avec de nombreuses branches et des rencontres inattendues. Plusieurs autres espèces humaines ne sont pas nos ancêtres directs, mais des branches parallèles sur l'arbre de la vie. En visualisant ces lignées comme des branches issues d'un tronc commun, nous obtenons une image plus précise de l'évolution. L'idée de l'échelle crée une perception scientifique erronée et mène à des questions telles que « Pourquoi avons-nous évolué et pas les chimpanzés ?» En réalité, eux aussi ont beaucoup changé depuis notre ancêtre commun. Si notre posture droite, une caractéristique fondamentale dans notre évolution, n'a pas été atteinte progressivement comme le suggère l'échelle, comment est-elle apparue? Curieusement, l'ancêtre commun des chimpanzés et des humains ne ressemblait pas plus à eux qu'à nous, se situant dans une forme intermédiaire. Cela en dit long sur nos origines et sur la façon dont nous avons évolué pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le premier genre que nous explorerons dans ce voyage évolutif est Ardipithecus. Vivant entre 5 700 000 et 4 400 000 ans, cette espèce a prospéré pendant au moins 1 300 000 ans dans les forêts d'Afrique, montrant son succès dans son environnement. Avec une structure physique plus petite et des caractéristiques intermédiaires entre nous et l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés, l'Ardipithecus reste un sujet de débat dans l'arbre généalogique des homininés. Ce genre est apparu environ 2 millions d'années après la séparation des lignées humaines et chimpanzés. Et en tant que l'un des premiers homininés génétiquement proches de nous, il offre des indices précieux sur la vie de l'ancêtre commun des humains et des chimpanzés. Peut-être que les premiers humains ont évolué au sein même du genre Ardipithecus, le plaçant dans notre lignée directe, ou peut-être qu'il représentait un groupe frère ayant évolué parallèlement sans laisser de descendants directs. Ce détail montre que la posture de repos et la position corporelle de l'Ardipithecus étaient très similaires aux nôtres.
La découverte d'hominidés arboricoles bipèdes a surpris les paléoanthropologues, mais c'est une idée qui fait sens dans une perspective évolutive. Après tout, marcher sur deux jambes n'est pas une exclusivité humaine. Les chimpanzés, les gorilles et d'autres primates adoptent également cette posture à l'occasion. La différence, c'est que pour nos ancêtres, le bipédisme est devenu plus habituel et fondamental. Dans le cas de l'Ardipithecus, il était un bipède frugivore, se nourrissant principalement de fruits, de légumes et de racines, pouvant consommer de la viande de manière sporadique, mais étant davantage une proie qu'un prédateur. Il vivait dans un monde rempli de prédateurs, lions, hyènes, crocodiles et rapaces, entre autres, pendant la transition du Miocène au Pliocène. Un point intéressant est que la capacité crânienne de l'Ardipithecus était inférieure à celle des chimpanzés actuels, ce qui suggère qu'après la séparation évolutive, le cerveau des chimpanzés a également augmenté. Cette découverte contredit l'ancienne hypothèse selon laquelle l'augmentation de la taille du cerveau était le point de départ de l'évolution humaine. On croyait autrefois que le développement cérébral précédait le bipédisme. Aujourd'hui, cependant, les preuves suggèrent le contraire. Nous avons passé des millions d'années debout avant que nos cerveaux ne commencent à s'étendre de manière significative, montrant que l'évolution est tout sauf une ligne droite et prévisible. Parmi les hominidés bipèdes, l'Australopithèque fut le premier à marcher principalement sur deux jambes. Ce genre, qui a existé entre 4 500 000 et 1 200 000 ans, est fondamental dans l'histoire évolutive humaine. On pense que notre espèce descend d'une de ses variantes, comme le célèbre Australopithecus afarensis. Ils avaient une posture semblable à la nôtre, avec une colonne vertébrale en forme de S et des hanches courtes, mais une taille plus petite, entre 1 et 1,40 m, ainsi qu'un dimorphisme sexuel marqué, où les mâles étaient considérablement plus grands. La capacité crânienne des australopithèques était légèrement supérieure à celle des chimpanzés, mais ne représentait encore qu'environ 40% de la taille de la nôtre. L'expansion du cerveau fut un processus exigeant beaucoup d'énergie, car le cerveau est l'organe le plus gourmand en termes de consommation énergétique. Cette croissance constitua un défi particulier pour les mammifères bipèdes, car, pour marcher sur deux jambes, une adaptation importante du bassin s'imposa. Il devint plus court, réduisant ainsi l'espace par lequel les bébés peuvent passer à la naissance. L'accouchement humain devint alors l'un des plus complexes et risqués parmi les animaux. En comparaison, la plupart des mammifères ont des accouchements plus faciles, avec des petits relativement petits en proportion du corps de leur mère. Nous, en revanche, donnons naissance à des bébés grands et prématurés, une conséquence directe de l'interaction entre le bipédisme et la croissance cérébrale, des caractéristiques qui ont façonné notre espèce. Pour s'adapter à ces changements évolutifs, les humains commencèrent à naître de plus en plus tôt en termes de développement, bien que la durée de gestation soit restée la même. Cela résulta d'une sélection de gènes retardant le développement, un phénomène appelé néothénie. Ce processus fut essentiel à notre histoire évolutive, car il impliquait la rétention de caractéristiques juvéniles, l'une des raisons pour lesquelles les humains adultes partagent des similitudes faciales avec les jeunes chimpanzés, qui n'ont pas encore développé leurs traits adultes. C'est pourquoi les proportions faciales humaines, comme la forme de la bouche, des yeux et la taille de la tête, rappellent celles des petits primates. Ce processus aide à expliquer pourquoi l'Australopithèque avait une apparence faciale semblable à la nôtre lorsqu'il adopta la posture bipède. Cependant, les défis pour l'Australopithèque allaient au-delà de l'adaptation au bipédisme. Cela devint évident avec la découverte d'un fossile célèbre, le enfant de Taung, trouvé en Afrique du Sud en 1924. Ce fossile d'un enfant australopithèque qui a vécu il y a environ 2 800 000 ans révèle un rare moulage fossile du cerveau, une preuve unique dans la lignée évolutive humaine.
L'enfant de Taung avait entre 3 et 4 ans lorsqu'il mourut, probablement capturé par un grand rapace, comme l'indiquent les marques autour des yeux et à l'arrière du crâne. Cela montre combien les jeunes étaient vulnérables, en particulier dans un environnement où même les adultes étaient des proies faciles. Pour se protéger, de nombreux hominidés restaient dans les arbres où les risques étaient moindres. Mais, au fil des millénaires, le climat devint plus froid et plus sec, réduisant les forêts et étendant les savanes et les zones désertiques d'Afrique. Ces nouveaux environnements commencèrent à offrir des ressources plus constantes, attirant les premiers hominidés à les explorer. Ce changement marqua le début de l'adaptation à un nouvel habitat, qui façonna nos ancêtres pendant des générations. Au cours des 7 derniers millions d'années, l'Afrique a été le foyer de plusieurs espèces d'hominidés bipèdes, le genre Australopithecus se distinguant par sa diversité et sa capacité d'adaptation. Des empreintes trouvées en Tanzanie, datant d'environ 3 700 000 ans, sont les premières preuves directes du bipédisme, indiquant que l'Australopithèque marchait déjà sur 2 jambes. Leurs pieds étaient adaptés à la marche et à la course, sans pouces opposables, une caractéristique essentielle pour la vie dans les savanes, où ils exploraient une large variété de nourriture grâce à leur dentition omnivore. Les marques sur leurs dents montrent qu'ils se nourrissaient d'herbes, de racines, de noix et, occasionnellement, de viande. Un autre aspect fascinant de l'Australopithèque est son habileté avec les outils. Bien qu'ils aient eu des cerveaux relativement petits, ils furent probablement les premiers hominidés à fabriquer des outils en pierre, comme ceux découverts à Lomweki au Kenya, datant d'environ 3 300 000 ans. Ces outils rudimentaires mais fonctionnels furent produits intentionnellement, et certaines marques de coupure sur des os d'animaux, découvertes aux côtés de fossiles d'Australopithèque en Éthiopie, indiquent que ces hominidés pourraient avoir été les pionniers de l'utilisation d'outils parmi leurs semblables. Durant l'ère des Australopithèques, plusieurs espèces coexistèrent. Par exemple, les espèces Australopithecus afarensis et Australopithecus anamensis vécurent simultanément pendant plus de 100 000 ans, entre 3 900 000 et 3 800 000 ans. Et il y a environ 2 millions d'années, au moins 5 espèces d'hominidés partageaient la même période. Les genres Australopithecus, Paranthropus et Homo, tandis qu'en Asie du Sud-Est vivait le Gigantopithèque, le plus grand primate jamais connu. Mesurant jusqu'à 3 mètres et pesant environ 500 kg, il ressemblait à un orang-outan géant et se nourrissait de bambou, comme les pandas actuels. Il est probable qu'il ait coexisté avec certaines espèces d'Australopithèques et d'Homo pendant des milliers d'années. La lignée des Australopithèques est centrale dans l'évolution des homininés, car elle a donné naissance à 2 lignées distinctes il y a environ 2 500 000 ans, en réponse au changement climatique de l'ère glaciaire. L'une de ces lignées a conduit au genre Homo, tandis que l'autre a donné naissance au genre Paranthropus, dont le nom signifie « à côté de l'homme ». Bien qu'ils aient évolué parallèlement aux premiers Homo, les Paranthropus ont suivi une trajectoire évolutive distincte, étant considérés comme des parents éloignés et représentant une vision alternative de l'évolution humaine. Ils avaient des proportions et une taille similaires à celles des Australopithèques, mesurant jusqu'à 1,50 m et pesant environ 50 kg. Le Paranthropus présentait des caractéristiques notables, telles que de grandes dents, des mâchoires larges, des arcades zygomatiques proéminentes et une crête sagittale, indiquant une musculature de mastication extrêmement puissante. Ces adaptations suggèrent que son régime alimentaire était principalement composé de végétaux fibreux qui, selon des analyses isotopiques du carbone et des micro-usures dentaires, représentait jusqu'à 70% de son alimentation. Comme ce type de végétaux est pauvre en calories, le Paranthropus nécessitait une musculature robuste pour les traiter, entrant directement en compétition avec d'autres herbivores pour les mêmes ressources. Sa rareté et sa coexistence avec d'autres homininés rendent difficile de savoir si le Paranthropus utilisait des outils.
Sa capacité crânienne était similaire à celle des australopithèques, ce qui suggère qu'il aurait pu utiliser des instruments rudimentaires, mais il n'existe pas de preuves concrètes. Il y a environ 1 million d'années, le Paranthropus a disparu, environ 200 000 ans après la disparition des derniers australopithèques, laissant le genre Homo comme le seul survivant. Les raisons de ces extinctions restent inconnues, mais leur absence a eu un impact profond, permettant à l'évolution humaine de prendre des directions décisives. Historiquement, le genre Homo est défini par le bipédisme, l'utilisation d'outils, la maîtrise du feu et la communication verbale. Saviez-vous que l'utilisation du feu pourrait être l'une des plus grandes avancées qui ont défini ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Curieusement, le feu et le langage ont une relation étroite, car la maîtrise du feu aurait été essentielle au développement de la communication. Cependant, déterminer exactement quand ces avancées ont eu lieu est un défi, étant donné le faible nombre de preuves fossiles. Ce que l'on sait, c'est que, bien avant de maîtriser le feu, nos ancêtres tiraient parti des incendies naturels, les exploitant et les maintenant accessibles pendant de longues périodes. Imaginez vivre à une époque où dominer le feu et la chasse pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. L'introduction du feu a apporté un avantage significatif en termes d'économie d'énergie, aidant nos ancêtres à relever les plus grands défis de la nature. En plus d'offrir de la chaleur, le feu a initié une forme de digestion externe, facilitant la consommation des aliments et réduisant l'effort digestif. Ainsi, le feu ne chauffait pas seulement, mais permettait également une alimentation plus efficace, essentielle pour le développement du genre Homo et un jalon dans l'évolution humaine. Le feu a joué un rôle crucial dans notre histoire, en brisant les chaînes moléculaires des aliments, facilitant leur digestion et augmentant considérablement l'énergie disponible. Cette augmentation d'énergie a été vitale pour le développement du cerveau, un organe au coût énergétique extrêmement élevé. Sans le feu, la croissance cérébrale humaine aurait peut-être été limitée. Avec le feu sont également apparus des outils et des formes de communication, nous permettant de façonner notre environnement. Grâce à des outils tranchants plus efficaces, nous sommes devenus des prédateurs adaptables, tout en maintenant une alimentation variée et flexible, cruciale pour notre survie. Lorsque le genre Homo est apparu, il y a environ 2 500 000 ans, nos ancêtres partageaient encore de nombreuses similitudes avec les australopithèques et les paranthropus, avec lesquels ils ont coexisté pendant de longues périodes. La diversité des espèces nécessite une compréhension des processus qui conduisent à l'émergence de nouvelles espèces. Bien que l'évolution soit souvent associée à l'anagenèse, une transformation progressive d'une espèce en une autre, d'autres processus sont tout aussi importants. La cladogenèse, où une population se divise, donnant naissance à 2 nouvelles espèces, et l'anacladogenèse, où une partie de la population s'isole et s'adapte à de nouvelles conditions, émergeant comme une espèce distincte sans pour autant éteindre l'espèce originale. Cela explique la grande diversité des homininés au début du Pléistocène. Parmi les premiers du genre Homo figure, Homo habilis, dont le nom signifie « homme habile ». Mesurant environ 1,30 m, il ne différait pas beaucoup des australopithèques, mais présentait des changements importants, étant considéré comme un fossile de transition, confirmant l'évolution comme un processus scientifique. Contrairement aux australopithèques, Homo habilis utilisait fréquemment des outils, créant les outils dits Oldowayens, des pierres taillées pour couper les aliments et traiter les carcasses. Cependant, il n'existe pas de preuve qu'il maîtrisait le feu, ce qui suggère qu'il ne maintenait pas encore de foyer constant. Cet homininé a vécu entre 2 500 000 et 1 600 000 ans avant notre ère, principalement en Afrique de l'Est et possiblement en Afrique australe, faisant face à des changements climatiques drastiques telles que la chute globale des températures et des altérations écologiques significatives affectant la mégafaune. Bien que nous ne nous percevions pas ainsi, les humains font également partie de la mégafaune.
Lors de périodes de changement rapides, comme la fin du Pliocène, les espèces les plus généralistes et adaptables ont tendance à survivre, tandis que les plus spécialisées s'éteignent fréquemment. Cette dynamique a été observée lors de l'extinction des dinosaures et, à une échelle moindre, parmi les homininés. Notre adaptabilité, intelligence et régime omnivore ont été fondamentaux pour surmonter ces changements et nous adapter à des écosystèmes en constante transformation. Homo habilis était probablement l'espèce la plus intelligente de son époque, développant une forme de communication plus complexe que celle des autres homininés, bien qu'il ne disposât pas encore d'un langage abstrait. Il est possible qu'il utilisât une combinaison de vocalisation, de gestes et de claquements pour communiquer, car enseigner de nouvelles compétences uniquement par observation aurait été difficile. Plus importante que la taille du cerveau était son organisation interne, qui a permis des capacités différenciées. Homo habilis avait de longs bras et des jambes courtes, ce qui indique que, bien qu'il ne fût pas très agile pour parcourir de grandes distances, il était un excellent grimpeur, une compétence utile pour chercher refuge dans les arbres, même s'il passait déjà la majeure partie de son temps au sol. Au cours des 600 000 dernières années de son existence, Homo habilis a coexisté avec une espèce probablement descendante, Homo erectus. Avec un cerveau plus grand et des traits plus droits, Homo erectus était remarquablement plus grand, mesurant entre 1,60 m et 1,80 m, et possédait des proportions corporelles similaires aux nôtres, avec des bras et des jambes bien équilibrés. Considéré souvent comme le premier véritable humain, Homo erectus avait un long nez, adapté aux environnements secs et ouverts. Apparu il y a environ 2 millions d'années, Homo erectus a survécu jusqu'à environ 100 000 ans avant notre époque, coexistant avec toutes les autres espèces connues du genre Homo. Homo erectus, possiblement une évolution d'une population de Homo habilis, est considéré comme un lien ayant donné naissance à plusieurs espèces humaines modernes. Doté d'une capacité d'adaptation impressionnante, Homo erectus fut le premier à étendre son territoire de manière significative, quittant l'Afrique il y a environ 1 800 000 ans pour atteindre le Moyen-Orient et l'Asie. Cette aptitude à explorer de nouveaux territoires et habitats a facilité l'émergence de sous-populations qui ont donné naissance à des espèces distinctes. L'ingéniosité de Homo erectus est évidente dans sa répartition géographique. Il existe des indices selon lesquels il aurait atteint des îles d'Asie du Sud-Est, ce qui suggère une possible capacité de navigation, peut-être avec des radeaux en bois ou en bambou. Bien que ces embarcations aient disparu au fil du temps, leur fabrication exigeait un niveau avancé de communication et de coopération. Pour maintenir cette mobilité, Homo erectus a développé des compétences constructives et une communication complexe, bien que probablement sans un langage pleinement élaboré. Des preuves suggèrent qu'il y a environ 1 million d'années, Homo erectus avait appris à maîtriser le feu. Des caractéristiques anatomiques, comme des dents plus petites, indiquent que son alimentation incluait déjà des aliments cuits, essentiels pour soutenir un cerveau plus grand. La chasse en groupe nécessitait des stratégies et une planification coopérative, des compétences dépendant de la communication et d'une organisation partagée entre les membres du groupe. Les outils acheuléens, produits par Homo erectus, étaient créatifs et précis, aidant dans diverses activités, de la confection de vêtements à la préparation des aliments, des ressources essentielles pour survivre dans des climats plus froids. Une des espèces les plus intéressantes, issue d'une population isolée de Homo erectus, fut Homo floresiensis, ou Hobbit, trouvée sur l'île de Flores en Indonésie. Cette espèce a subi un nanisme insulaire, une adaptation courante dans les écosystèmes